Chers amis, bonjour et bienvenue sur ABC pour une nouvelle émission, santé, une émission témoignage, un beau témoignage sur les troubles du comportement alimentaire, les TCA. Vous avez peut-être entendu parler de ça, mais c'est plus, on va dire, connu lorsqu'il s'agit d'aborder l'anorexie mentale. L'anorexie qui est un vrai fléau et qui touche 1 à 2 des 12-20 ans, soit environ près de 40 000 personnes en France, des jeunes en particulier. Alors que sait-on précisément de cette maladie? Comment prévenir avant qu'il ne soit trop tard? Et surtout, comment s'adresser à celles et ceux qui en sont victimes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mon invité qui a accepté de s'installer quelques instants sur les canapés, qui sort un ouvrage, témoignage, poignant également, et qui vous aidera peut-être dans ce cheminement pour sortir de l'anorexie mentale. Anaïs Nigogossian est mon invité. À tout de suite. Voilà, merci d'être avec nous, merci de commenter, de partager. Vous connaissez le principe, on a évidemment besoin de vous à chaque fois pour que on puisse d'abord se remettre en question et puis savoir ce que vous avez pensé de l'émission. Anaïs est avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Je suis content. Moi aussi. Comment allez-vous? Je vais bien aujourd'hui, merci de me recevoir. Merci d'être Le là. studio est très confortable, C'est très vrai accueillant, voilà. La tasse de café, La tasse de café est déjà vide, sans sucre, sans sucre. c'est important car c'est péché, c'est ce que vous m'avez dit. C'est ce que je viens de dire, j'assume. Quand on parle d'un sujet de santé, la première question qu'on va se poser tout de suite, c'est de savoir comment ça va aujourd'hui. C'est gentil de me poser la question. Hier, j'étais au téléphone avec mon papa, hier soir, et je lui disais, à l'échelle d'une journée ou d'une semaine, rares sont les personnes qui me demandent comment je vais. Ça va? Ouais. Parce que ces gens ne savent pas peut-être. Parce qu'on est tous, j'allais dire, voilà, accaparés par nos routines et puis faire attention aux autres, c'est pas si courant. Donc je vous remercie de me poser la question ce matin. Donc je suis content de savoir d'abord que vous allez bien, c'est essentiel. Ensuite, on va parler de cette thématique. Alors c'est une thématique, on a l'impression qu'on est né avec cette thématique. Moi, j'ai toujours entendu parler de ça et j'ai pas l'impression qu'il y ait C'est vrai? énormément d'avancées lorsqu'on parle d'anorexie mentale. J'ai pas l'impression qu'il y ait suffisamment de prise de conscience ou en tout cas de choses. Alors on va voir tout ce qui se fait aujourd'hui. Et notamment au plus haut sommet de l'État et des associations et de ceux qui œuvrent justement pour essayer d'endiguer le problème. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce qu'on fait suffisamment? Est-ce qu'on en parle suffisamment de l'anorexie mentale? Alors, est-ce qu'on en parle? Je pense qu'on en parle beaucoup. Tout dépend de la manière dont on en parle. Et dans les quelques mois qui ont précédé le début de la rédaction de ce bouquin, j'ai essayé de faire comme un audit de toute la littérature ou de la grammaire qui existait autour du sujet. J'ai pu être confrontée à des publications scientifiques très cliniques. J'ai pu être confrontée à des films, à des fictions ou même à des romans dont le point de départ est une anorexie ou une jeune femme anorexique. Mais l'anorexie n'est jamais que le prétexte ou le point de départ d'une fiction. Et très souvent, elle est comme esthétisée, voire héroïsée. Puis après, vous avez toute la presse féminine qui très souvent, alors soit exalte, soit condamne la maigreur avec des positions complètement antinomiques et manichéennes. Donc moi, je m'y retrouvais assez peu. Et puis après, j'ai lu quelques ouvrages de sociaux, dont un qui est assez bien fait, de la sociologue Muriel Darmon, mais des témoignages, j'allais dire, personnels qui prétendent ou qui ont la prétention de pouvoir donner une voix, je crois que j'en ai jamais lu. Après, c'est oser. Il fallait oser écrire. Est-ce que c'était une obligation, l'exutoire nécessaire qui permet votre reconstruction derrière? Parce que c'est une mise à nu. C'est oser. Vous parlez effectivement, on va y revenir, de votre famille, de vos frères, la fratrie, etc., de l'impact que ça peut avoir également sur votre famille. Est-ce que vous avez hésité avant d'écrire ce livre? Non. Non, ça s'est imposé comme nécessaire, comme une évidence. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais, au terme de mes presque 2 années de thérapie à Sainte-Anne, en regardant dans le rétroviseur et en essayant de digérer un peu tout ce passé traumatique, je crois que j'avais accumulé beaucoup de colère en moi, beaucoup de violence en moi, que souvent je retournais contre les autres, contre ceux qui m'étaient le plus chers. Et une manière de mettre toutes ces émotions à distance. Alors c'est peut-être un cliché de l'écrivain, hein, mais un jour j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai couché sur le papier la première page. Et au fil des semaines, au fil des mois, j'ai réitéré l'exercice. Et j'ai trouvé, dans cet exercice-là, une forme de paix, de refuge, presque de consolation.
Est-ce que ce serait le premier conseil que l'on pourrait donner à une personne, une jeune femme victime d'anorexie mentale? Alors tout le monde n'a pas forcément envie d'écrire ou n'est pas forcément à l'aise dans l'écriture. Moi, il se trouve que j'ai trouvé cette forme-là, voilà, cet espace de créativité-là. Je pense qu'il faut peut-être que chacun, quel que soit trouble alimentaire ou pas d'ailleurs, peut-être trouver son exutoire ou un espace de liberté, un tant soit peu récréatif, dans lequel on peut laisser aller ses émotions. C'est toute la problématique du lâcher-prise, pour laisser aller ses émotions. Alors, vous racontez votre vie, ça s'appelle 17h12 Place d'Italie, aux éditions Jet d'encre. On va revenir évidemment sur les grandes étapes de votre vie. Et quand on parle d'anorexie mentale, quand on n'est pas confronté à cette maladie, on est en droit aussi de se poser des questions et de se dire, mais enfin, comment on peut en arriver là? Comment on peut se laisser comme ça, emporter, happer par cette maladie? C'est une question qu'on vous a souvent posée? Je comprends que vous la posiez ouvertement, parce que je pense que c'est sans doute la première question que se posent mes parents en vérité. Et sans doute tous les parents ou tous les proches d'un enfant ou d'un conjoint, d'une conjointe atteinte de troubles alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a une forme sans doute de sidération, d'incompréhension, dans la mesure où j'ai eu une enfance particulièrement choyée, aimée, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et c'est là où il y a peut-être une distinction à faire entre l'amour de soi versus l'estime de soi et après la confiance en soi. Ce ne sont pas exactement les mêmes choses. J'ai reçu énormément d'amour, mais ma confiance en moi, elle était réduite pratiquement à peau de chagrin. Et ça a fait le lit de la maladie à un moment donné. Et c'est là où on se pose en tant que parent la question de se dire qu'est-ce que j'ai loupé? Vous avez déjà sans doute entendu cette phrase de vos parents en se disant mais qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Oui, bien sûr, c'est des questions, mais c'est des questions qui n'ont peut-être... J'ai quelques éléments de réponse aujourd'hui, mais ce livre n'est pas un réquisitoire contre l'éducation que j'ai reçue. Ouais. Et je ne veux culpabiliser personne dans cette histoire parce que ma maladie, ces névroses sont le fruit d'une complexité de facteurs. Alors certes familiaux, systémiques, même génétiques. J'avais peut-être des prédispositions. Tout ça est transgénérationnel. Oui, évidemment. Tout ça est infiniment complexe. En revanche, dans cette histoire un peu malheureuse, j'en tire des enseignements pour mon futur. Si demain je suis maman, il y a peut-être des choses que j'accepterai, peut-être que je ferai davantage confiance, peut-être que j'apprendrai à lâcher la bride. Voilà. Dans votre livre, vous dites que ce n'est pas un réquisitoire contre votre famille. Pourquoi est-ce que, avec vos frères, par exemple, vous ne parlez pas de ce livre? Vous souhaitez en tout cas les mettre un peu à l'écart de cette histoire qui est devenue publique aujourd'hui? Alors, vous mettez le doigt sur un paradoxe. J'ai pas encore complètement dénoué cette situation-là avec mes proches. Il est vrai que la publication du livre les expose malgré eux. Eh oui. Et je dois reconnaître qu'ils ne l'ont pas choisi. C'est-à-dire que 15 ans après, la réalité les rattrape et ils ont sans doute voulu mettre un pansement sur cette plaie qui était restée ouverte. Et je dois respecter leur pudeur et leur douleur. Donc je veux certes ne pas les exposer, mais néanmoins, il y a une réalité à assumer. Je pense que la douleur était trop forte pour eux, notamment lorsque j'ai eu 17 ans et que j'ai connu l'internement en clinique psychiatrique, qu'ils ont sans doute voulu mettre des œillères pour se protéger, se construire, mais il est évident que ma douleur, ma maladie a eu un impact sur leur construction personnelle. Alors voyons un petit peu, j'ai parlé de certains chiffres, 1 à 2% des 12-20 ans sont atteints de cette maladie, ça fait à peu près 40 000 jeunes en France, et l'anorexie touche à partir, on va dire, les adolescents, c'est ça, hein, on commence effectivement à avoir ces troubles, et ça existe aussi chez les garçons. Je ne savais pas du tout ça. Alors moi, j'ai rencontré lorsque j'ai été hospitalisée à Sainte-Anne en 2019, je faisais partie d'un groupe de patients. On devait être une dizaine de jeunes filles, pas seulement des jeunes filles d'ailleurs, des femmes de tous les âges. Et au milieu, il y avait un homme. Ouais. Ça m'a assez bouleversée parce que je ne savais pas tellement quel regard porter sur cette personne-là. Mais effectivement, ça touche aussi les jeunes garçons. Est-ce que vous avez eu connaissance de son problème ?
Quel était Non, parce que la règle, lorsqu'on est hospitalisé et qu'on partage des repas avec l'ensemble des patients de l'unité, c'est de ne pas parler du trouble alimentaire. C'est une interdiction? C'est une interdiction. Donc on peut parler de tout, de la pluie, du beau temps, de nos carrières respectives, mais on ne parle pas du trouble alimentaire. D'accord. Et est-ce que, maintenant que vous êtes sorti de tout ça, est-ce que vous continuez à avoir des contacts avec ceux qui vous ont entouré à l'époque? Non, et je ne souhaite pas en avoir. Et vous ne souhaitez pas en avoir? Non. Les seuls contacts que je maintiens, ce sont ceux avec les professionnels de Sainte-Anne, dont une personne en particulier qui me suit encore aujourd'hui dans son cabinet en ville, mais non, je ne tiens pas à avoir de contact et je pense que c'est pour le mieux. C'est mieux comme ça. Bon. Il faut lire ce livre, évidemment, si cette thématique sur l'anorexie mentale vous touche de près ou de loin. Si aussi, en tant que parent, on peut avoir cette appréhension, cette crainte, cette peur, et de se demander à partir de quel moment il faut tirer le signal d'alarme, à partir de quel moment on sent qu'on est sur la pente descendante et qu'il y a véritablement un problème. On va revenir sur votre parcours. Donc, on le disait, vous avez 2 frères. Vous êtes né dans les années 80. Oui, fin des années 80. Fin des années 80, voilà, on va dire ça. Et il y a déjà, et c'est ça qui m'intéresse, papa. On sent qu'il y a effectivement une relation fusionnelle avec votre papa, ou en tout cas que vous cherchez cette relation fusionnelle avec ce papa, et qu'il y a peut-être une certaine distance qu'il n'aurait pas dû avoir vis-à-vis de vous? Vous voulez dire qu'il a manqué de distance? Non. C'est le sens de votre question? Non, c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'il y a une distance qu'il a installée qu'il n'aurait peut-être pas dû installer. Vous voulez dire face à la maladie? Ou face à vous-même, avant même que la maladie se déclenche. Alors peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'il a sans doute manqué de distance dans la mesure où il y a certains choix que j'aurais pu assumer, qu'il aurait pu me laisser assumer. Et je pense que certains de ces choix auraient été sans conséquence. Est-ce que pour autant ça aurait empêché l'arrivée des troubles? Je ne suis pas sûre. Et peut-être pour revenir à ce que vous disiez juste avant, à partir de quel moment est-ce qu'on est sur la pente glissante? Pour le coup, moi j'ai grandi dans une famille de médecins très éclairés et donc assez renseignés sur ces sujets. Donc j'ai effectivement été diagnostiquée très tôt, à l'âge de 14 ans. Est-ce que pour autant ça m'a empêché de dégringoler? C'est faux. Parce que je pense que j'ai envie vraiment d'insister sur cette notion-là. J'ai beaucoup de parents qui m'écrivent depuis la publication de mon ouvrage pour me demander des conseils ou assistance pour leurs enfants qui souffrent de TCA. J'ai qu'une réponse, c'est respecter la temporalité. Si la crise, elle doit advenir entre 14 et 17 ans, c'est peut-être pas si grave. Il faut peut-être la laisser advenir, la crise, parce que c'est un préalable à la guérison. Et moi, j'ai eu besoin de faire cette crise-là. Alors, elle est passée par, effectivement, j'ai malmené mon corps pendant un certain nombre d'années, j'ai dû inquiéter mes parents, bien évidemment. Et vous en avez payé les conséquences. Et j'en ai payé les conséquences longtemps. Très clairement. J'en paye encore certaines aujourd'hui. Absolument. Et pourtant, vous dites qu'il faut laisser cette étape-là. Parce que je pense que si la personne n'est pas prête à accepter de faire face à son problème, de s'y confronter et d'accepter de l'aide, ou en tout cas l'aide qui lui est proposée, je ne vois pas comment ça peut marcher. Enfin, je parle de mon expérience vécue. Je veux dire, j'ai réussi à me soigner le jour où j'ai accepté que j'étais malade. Et ça m'a pris 15 ans de l'accepter. Votre papa, professeur de médecine, maman infirmière, infirmière au bloc opératoire. On pourrait évidemment imaginer que dès le premier comportement un peu entre guillemets suspect, voilà, la puce à l'oreille arrive immédiatement et on se dit là effectivement il y a quelque chose qui ne va pas et il faut qu'on réagisse. Ça n'a pas été le cas? Si, ma maman était très vigilante et très attentive et c'est elle qui d'ailleurs, autant je pense que mon père refusait de voir certaines choses, soit par manque de temps, soit voilà, par... simplement voilà, par malaise. Et ma mère très attentive, a très, très vite pris les devants pour faire en sorte que je sois amenée devant un psychiatre, un pédopsychiatre qui pose son diagnostic. Alors, vous avez dit, j'ai évoqué tout à l'heure le côté transgénérationnel, parce qu'on parle de vos parents, on parle de votre fratrie, la fratrie avec évidemment vos frères, mais vous remontez plus loin avec vos grands-parents.
Et là aussi, il y a quelque chose d'assez étonnant avec votre grand-père et votre grand-mère. Vous faites référence à ma famille orientale, Oui, arménienne. absolument. Oui, alors le paradoxe peut-être, Oui, c'est que j'ai été élevée dans une famille donc orientale où l'un des biais pour exprimer son amour, c'est de faire à manger. C'est de vous exactement. nourrir. Exactement. Donc cette nourriture charnelle, à un moment donné dans ma construction, je l'ai littéralement refusée. Et j'avais en face de moi des stéréotypes d'oncles, de tantes orientales auxquels je ne voulais pas ressembler. Il y a une raison à ça peut-être, c'est que j'ai été élevée dans un idéal d'intégration très républicain qui vante la méritocratie. Et j'avais en face de moi peut-être un pan de ma famille plus communautaire, plus reclus, duquel voilà, mon père nous a délibérément, je ne vais pas dire exclus, mais ce n'était pas notre direction. Donc avec donc les représentations sociales du succès de la réussite amènent peut-être elles aussi une représentation des corps. Et c'est en ça que je me suis inscrite contre cet héritage familial qui est parfois dur à porter, mais qui aujourd'hui est aussi ma richesse et avec lequel je tente de me réconcilier. En tout cas, il y a eu un impact sur cet héritage familial et il a impacté la maladie en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un pourcentage d'impact qui a incité l'installation de cette maladie? Vous savez, je pense que, alors, j'ai lu dernièrement le bouleversant récit de Lola Lafont quand tu écouteras cette chanson. Oui. Et elle parle effectivement de l'histoire de la Shoah. Elle a connu, elle, un épisode anorexique. Alors, je ne veux pas faire de comparaison simpliste ou fallacieuse, mais elle a cette phrase: l'anorexie est la marque de celles et ceux qui portent en eux des récits silencieux. Il y a cette question du silence, de l'omerta, de la mémoire qui n'est pas toujours transmise, de la quête identitaire. Et je pense que l'anorexie, qui est très liée quand même à la construction de soi, à l'image de soi, à la quête identitaire, a quelque chose à voir avec tout ça. Est-ce que ça, on l'étudie, en tout ou du moins, est-ce que ça fait partie du processus quand vous, quand vous êtes en clinique, par exemple, et puis ensuite à Sainte-Anne? Est-ce qu'on va travailler ces aspects-là de votre vie et de votre transgénérationnel, de votre arbre généalogique, de vos aïeux? C'est une bonne question. C'est important que vous la souligniez parce qu'aujourd'hui, l'approche qu'on m'a proposée ne tourne pas tellement autour de ça. L'approche qui, moi, en tout cas, à Sainte-Anne, m'a permis de guérir, mais ça n'empêche pas, par ailleurs, un travail peut-être plus en psychanalyse de fond sur cette question-là de l'héritage et de l'identité. Ouais. Moi, l'approche qui m'a aidée, c'est celle des thérapies cognitives et comportementales. Donc, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans le présent. Et on essaye d'étudier les comportements qui, dans le présent, peuvent être pathogènes et donner lieu à un trouble, à la manifestation du trouble. On n'est pas là, enfin, on ne remue pas les causes profondes. Mais je pense que ça peut être une démarche complémentaire, ou en tout cas, c'est un travail qui, moi, me questionne beaucoup. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain livre. C'est comme ça que je ferai mon travail thérapeutique. Exactement, mais c'est quand même incroyable que sur le plan médical pur, au sein même d'une institution médicale comme une clinique ou un hôpital, il n'y ait pas cette approche-là. Alors, j'essaie d'apporter un peu de nuance parce que j'ai connu deux types de traitements. La première, qui est complètement barbare, qui est la thérapie par l'isolement, qui n'apporte aucune clé d'interprétation ni de compréhension. Et la deuxième, à Sainte-Anne, qui est quand même, on lui doit ça, davantage pluridisciplinaire, où on va prendre en compte des facteurs, certes familiaux, environnementaux, neurologiques, psychiatriques, génétiques. Donc on est quand même un petit peu plus avancé. Mais le point que vous soulignez, il implique de faire beaucoup de cas par cas. Est-ce qu'on a le temps? C'est ça. Est-ce qu'on a les moyens? Ça, c'est une question de fond. Alors que dans votre cas, c'est une question essentielle. Ouais, je pense qu'il y a des clés à aller chercher, mais j'ai peut-être charge à moi aussi de finir le travail. Septembre 2004. Septembre 2004, vous avez 14 ans. Alors, vous précisez dans les taille 36. Ouais. Vous faites un 36. Ouais. Et vous êtes amoureuse d'un
un jeune homme qui s'appelle Raphaël, je suppose, le diminutif. Oui, sans doute, c'était son diminutif. Voilà. Ouais. Et il vous fait une remarque sur votre poids. Est-ce que c'est là qu'à un moment donné, il y a quelque chose, on dit dans le langage courant, ça a vrillé à ce moment-là. C'est là qu'il y a quelque chose qui fait que ça se passe pas bien? Il y a quelque chose, alors c'est évidemment pas sa responsabilité, ça aurait pu être lui comme un autre, comme une remarque de ma mère ou de mon grand frère, hein. Mais il y a toujours un déclencheur. Un déclencheur, un catalyseur, ouais. C'est ça? Ouais. Et donc il vous fait... Qui me fait... Il vous fait comprendre que vous avez un peu pris un peu de poids. Ouais. Et à ce moment-là, voilà, l'estime de soi, elle est quand même pas tellement solide à cette époque, voilà, à l'adolescence. Et c'est là où, pour reprendre vos mots, ça commence à vriller. Ouais, ça commence à vriller. Et là, vous commencez évidemment, vous dites, oh, mon Dieu, j'ai quelques kilos en trop. Donc, toutes les jeunes femmes, même les hommes, hein, tout le monde fait ça en se disant, je vais faire un petit régime, hein, je vais faire attention. Vous commencez à perdre du poids, 56, 53, tout va très bien. Et puis on voit qu'effectivement les choses baissent en termes de corpulence. Ça dégringole. Ouais. Ça dégringole. C'est à ce moment-là le rôle des parents dans ces cas-là. Quand vous avez une adolescente qui fait un petit 36 où tout va bien, elle est jolie comme un cœur et qu'elle commence à dire je veux perdre du poids, elle est en train de perdre du poids et elle est en chute libre au niveau de son poids, c'est là, à ce moment-là, le rôle des parents. Que font vos parents à ce moment-là? C'est en deux temps. Le premier réflexe, parce que, j'allais dire, je suis aussi une enfant gâtée à qui on a beaucoup dit oui. Hein. Oui, donc, il y a sans doute une forme de manipulation inconsciente de ma part, de mes parents. Donc, quand je dis à maman, il me faut absolument une balance et acheter des barres de spécial K et des céréales 0%, maman fait ce que je lui demande. Parce qu'à ce moment-là, le terrain n'est peut-être pas encore complètement glissant et mon état physique reste acceptable. Acceptable. Et puis, il y a un deuxième temps où je quitte la table, je refuse les repas, j'élimine progressivement beaucoup d'aliments de mon alimentation. Les repas du soir. Voilà. Et je trouve des parades pour ne pas assister aux repas de famille. Et c'est là où effectivement mes parents alertent un pédopsychiatre et ils commencent à prendre les choses en main. Comment est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous n'êtes pas du tout encore dans la phase évidemment d'acceptation, de reconnaissance de la maladie? Est-ce qu'on évoque déjà le mot anorexie ou pas? Alors oui, il est évoqué très tôt. J'ai 14 ans et le pédopsychiatre qui me suit à l'époque, Olivier Revol, qui s'occupe beaucoup des jeunes ados et qui fait ça avec énormément de bienveillance et d'empathie. Et si je peux me permettre de le saluer aujourd'hui, il a fait beaucoup pour moi, il m'a beaucoup accompagnée et je sais qu'il sauve beaucoup d'ados. Sauf que effectivement, je n'étais pas prête. Encore une fois, la temporalité, elle a un rôle non négligeable. Et là, à ce moment-là, il n'est même pas encore question ni de déni, ni même d'acceptation. Je suis frappée par l'incompréhension. Je n'ai jamais entendu ce mot anorexie mentale. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas. Malgré le fait d'avoir des parents dans le médical, c'est incroyable. Ouais, je ne comprends pas. On m'en a jamais parlé. C'est pas de leur faute. Bien sûr. Mais je ne sais pas ce que c'est. Vous déculpabilisez beaucoup, hein, vos parents, vos frères et tous ceux qui vous entourent. Hein. Parce que je ne vais pas dire que j'essaye, que je porte tout, mais je pense qu'ils ont assez souffert et que je les ai fait assez souffrir. Alors pourquoi en plus leur confier cette responsabilité? Cette responsabilité, elle est multiple, elle est partagée. Chacun a eu son lot. Si je peux, à 34 ans, commencer enfin à les épargner. Ouais, les épargner. Vous allez quand même passer votre bac. Est-ce que le cursus, en tout cas pour arriver jusqu'au bac, parce que là on parlait de vos 14 ans en 2004, vous arrivez quand même à suivre vos études malgré effectivement tous ces troubles de l'alimentation? Ouais, alors c'est ce que j'ai. Alors mon psychiatre à l'époque, il avait cette phrase, il me parlait de l'énergie du pauvre, l'énergie du désespoir, c'est-à-dire que moins j'ai d'énergie, plus je sécrète d'endorphines en fait. Quelque part, je vais puiser dans mes réserves. Et c'est comme ça que, bon an, mal an, j'arrive à passer un bac scientifique avec mention et à être admise en classe d'Hippocagne.
Alors que je ne m'alimente pas, hein, je m'alimente un jour sur deux. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de cantine, hein, il n'y a pas de... Non, il faut c'est, je pense, l'énergie du désespoir. Hein, mais... Vous dites d'ailleurs, enfin, non, vous le dites pas, mais j'ai lu en préparant l'émission que lorsqu'on parle d'anorexie chez les garçons, il y a une facette de l'anorexie chez les hommes qui passe par justement un excès de tout, en termes d'énergie, en termes Ouais. de volonté de travail, de quantité de travail, d'heures de travail, et, voilà, et on se noie dans cette capacité-là pour justement mettre de côté le problème de l'anorexie. Vous le saviez ça chez les hommes? Alors, je pense que c'est commun hein, aux deux sexes, Même, hein, ouais, même parce pour que les femmes. moi, avec l'anorexie, il y a ce truc d'hyperactivité qui Oui, se c'est ça. développe, qu'elle soit physique, intellectuelle, créative, et puis voilà, il y a presque un sentiment d'adrénaline qui est lié à tout ça, de surpuissance. Je suis C'est-à-dire que capable de. le corps compense Ouais. le manque d'alimentation. Sans doute, ouais, bien sûr. Et je me remplis de nourriture intellectuelle. Et puis voilà. Hospitalisation, 17 ans, Mm, 2006, mm, dans une clinique. Alors, c'est la clinique Saint-Vincent-de-Paul, c'est à Lyon. exactement. Vous allez rester 4 mois et 4 demi. mois. Mm. Ouais, 4 mois, c'est ça. Là, c'est une volonté de vos parents? Ouais, j'ai pas tellement le choix en vérité. C'est ça. Mm. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut te prendre en main et on y va, quoi. Oui, et puis t'as pas d'autre alternative en fait. T'es pas, je suis plus en condition physique pour poursuivre le cours de mes études, a fortiori en classe préparatoire. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Il y a une zone grise, mais en tout cas, je rends les armes, quoi. Je pense que je suis littéralement désabusée, je me Ouais. laisse faire. Je me laisse. Sauf que ça se passe pas bien. C'est pas vraiment l'endroit. C'est pas l'endroit où il fallait C'est être. pas l'endroit où il fallait être, hein, visiblement, puisque vous parlez justement des conditions d'hygiène qui étaient vraiment pas terribles, que vous n'avez aucun contact avec l'extérieur. Alors ça, il faut quand même nous expliquer. Quand vous êtes hospitalisé pour anorexie mentale, dans un établissement, alors c'est peut-être pas tous les établissements, mais celui de Saint-Vincent, Celui-ci en voilà, particulier, oui, qui pratique ça. Saint-Vincent-de-Paul, vous n'avez plus le droit d'être en contact Non. avec l'extérieur, vos parents, vos amis, la famille, rien? Non, non, et en fait, c'est là où c'est encore une fois, je suis frappée de. J'arrive même pas à pleurer hein, dans les premières semaines de mon internement parce que c'est d'une violence telle. Je suis frappée d'incompréhension à nouveau parce que c'est un traitement extrêmement punitif. Alors, déjà que j'ai malmené mon corps et que je me suis punie pendant des années, et donc c'est ajouté vous avez un surcroît de douleur, de sévices en fait, presque. Et certaines institutions pratiquent ce qu'on appelle l'isolement thérapeutique, qui a vocation à couper le patient de son environnement naturel parce qu'il représente un danger ou pour lui-même ou pour son entourage. Et donc, dans le cadre de ce protocole, vous êtes effectivement coupé de votre entourage proche. On vous confisque tous vos effets personnels, on vous fouille, on vous confisque voilà, votre MP3, votre téléphone, et vous êtes privé de toute forme de contact. Mais ça, c'est presque des méthodes quand on veut un sevrage, quand on est dépendant, on a une addiction à la drogue ou quelque chose comme ça. C'est la même chose, ils font la même chose pour ça. Ouais, alors vous venez d'employer un mot très juste, et sauf que je l'ai compris bien plus tard, qu'on traitait les troubles alimentaires comme des addictions. C'est une addiction comme une autre. Sauf que ça, je l'ai compris à Sainte-Anne 15 ans plus tard. Moi, sur le moment, on m'explique que si je suis coupée de mon environnement naturel, je vais couper avec mes habitudes toxiques. Sauf que ce que on ne me dit pas, et ce que je comprends bien plus tard, c'est que l'isolement thérapeutique, il a des effets limités dans le temps. C'est-à-dire que dès lors qu'on rouvre les portes et que je retrouve ma liberté, au bout de 4 mois, tous les vieux, je replonge, évidemment. Et là, il n'y a pas de suivi? Non. Non, il n'y a pas de suivi, il y a ce que j'appelle une menace. C'est-à-dire que j'ai une épée de Damoclès au-dessus des épaules et je dois aller pointer à peu près tous les mois ou tous les 2 mois à la clinique Saint-Vincent-de-Paul pour me faire peser. Et si je perds du poids, on m'enferme à nouveau. Voilà, c'est ça. C'est pas un suivi, c'est une menace. Donc je triche. Je bois des litres d'eau avant de monter sur la balance tous les mois parce que je sais pertinemment que j'ai tout perdu. J'accumule les couches de vêtements. Je triche parce que j'ai qu'une trouille, c'est qu'on me réenferme. Ouais. Mais ça veut dire qu'au bout des 4 mois, ça n'a servi à rien? À rien. J'ai repris du poids parce que la prise de poids, elle est artificielle. Hein.
Vous êtes sous sédatif, vous êtes gavé, 5 repas par jour qu'on vous force à finir. Donc en fait, elle est très artificielle. Et puis encore une fois, vous êtes enfermé. Donc pas d'activité physique, rien du tout, pas de dérivatif. Voilà, on ne se fait pas vomir, il n'y a pas de toilette dans la chambre. Donc il n'y a pas de mécanisme compensatoire qu'on peut appliquer. Donc la prise de poids, elle est artificielle. Pendant les 4 mois, ces 4 mois continus sans voir vos parents, vos amis, sans avoir de visite du tout? Alors, à partir du moment où je reprends un poids significatif, on m'octroie 2 courriers par semaine. Et puis, vers la fin du 3e mois, une visite par semaine. Et puis, plus je m'achemine vers la sortie, plus je reprends du poids, plus on m'accorde des faveurs. Quelques faveurs, c'est-à-dire bah ouais, la visite de ma mère 1 fois par semaine, qui récupère mon linge. Et là, la visite de votre maman, elle vous voit ne plus dépérir, en tout cas reprendre du poids, donc peut-être avoir meilleure mine. Est-ce qu'elle elle est inquiète? Est-ce qu'elle est plutôt rassurée? Ou est-ce que vous faites semblant d'aller bien? On ne parle pas de ce qu'on ressent. Que de choses cachées, hein, on quand parle même, dans pas de votre... ce qu'on ressent. Ouais. Et pour vous dire, j'ai appris des années après mon hospitalisation que ma maman avait suivi un groupe de parole au sein de la clinique Saint-Vincent-de-Paul pour savoir comment se comporter face à un enfant malade. Et, quelle attitude à avoir. Quelle attitude à avoir. Mais on ne parle pas de ce qu'on ressent. Il faut oublier. Il faut oublier. Hein. Mon père me le dit. Hein. Bientôt, ce sera derrière toi. C'est fini tout ça maintenant. Et vous, comment vous accueillez ça? Vous y croyez? Non, pas une seule seconde. Pas une seconde. Non. 2006-2007, donc vous sortez effectivement hein, de cette hospitalisation à Saint-Vincent-de-Paul de Lyon. Vous allez entrer en 2007 à Hippocagne. Et puis là, vous quittez évidemment la cellule familiale pour Paris, la capitale. Ça y est, on coupe le cordon. Malgré les faiblesses, malgré, vous êtes encore en phase, vous êtes encore anorexique à cette période-là, et vos parents vous laissent partir comme ça? Alors en fait, il se trouve que la prépa m'a redonné un cadre. Et je dis souvent aussi ça lorsque je prends la parole. On a parlé de la crise tout à l'heure, mais qui a une durée limitée. Mais il peut y avoir des phases de rémission. Et à partir du moment où je retrouve un cadre valorisant, ou qui me renvoie quand même une bonne image de moi, une bonne estime de moi, où voilà, mes choix ne sont pas conditionnés, où je reprends la main, où je retrouve quand même un peu de mon libre arbitre, les troubles s'en vont. Vous voyez? Donc j'ai quand même quelques années d'accalmie, de rémission. Et ils vont ressurgir lorsque l'incertitude se pointe, lorsque le contrôle m'échappe. Mais ça vaut pour beaucoup de gens. Et après, à charge à chacun de dealer avec cette complexité de ces incertitudes. Vous venez de dire une phrase, là, que je trouve extrêmement importante quand vous dites « je reprends le contrôle de ma vie ». Ça veut donc dire que votre problème d'anorexie, si on devait faire un raccourci vraiment très rapide et de la psychologie de bas étage, hein, on est bien d'accord, c'est parce que justement, pendant toute cette période, même si vous avez été choyé, peut-être trop choyé, trop aimé, trop couvé, vous n'avez plus de contrôle, donc c'est ce qui vous a profondément marqué? Sans doute. À partir du moment où je n'ai pas le contrôle, je trouve... Voilà, certains boiraient un verre de vin, certains prendraient un tube de Lexomil. Ben, moi, je reprends le contrôle de mon corps. C'est un dérivatif comme un autre, c'est une addiction comme une autre alors. Donc Hippocagne, évidemment, tous les 6 mois, vous devez faire un bilan, une sorte de bilan. Vous devez être... mais vous avez quand même, vous dites d'ailleurs, tous les 6 mois environ, vous avez le dégoût de votre corps qui revient. Et on sent bien que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est phase. Ouais, c'est-à-dire c'est up and down. Hein. Il y a des moments où effectivement tout va bien, vous êtes dans le contrôle, donc vous arrivez à maîtriser les choses. Et puis dès qu'on a l'impression que dès que vous êtes dans cette phase de lâcher prise, hein, qu'on rabâche régulièrement sur cette chaîne, on sent la faiblesse et on sent que ça peut repartir. Vous pouvez reglisser encore une fois. Oui, alors qu'en fait, faut se détendre. Hein. Le lâcher prise, c'est pas synonyme d'excès. Ouais. Je l'applique aujourd'hui, ça. J'ai mis du temps à l'intégrer, ouais. 2007 toujours, on est au mois de décembre. Alors là, vous faites 45 kilos. Vous vous souvenez? Tout perdu.
Vous vous souvenez bien de cette Ouais, cette j'ai tout période-là? perdu. J'ai tout perdu. C'est quand. Alors pour le coup, ça précède mon entrée Mmh. en classe prépa, mais Ouais. j'ai perdu tout le poids que j'avais pris à la clinique, ouais. Parce que je suis livrée à moi-même, je suis marginalisée, je suis déscolarisée, j'ai aucun repère. Je suis à la dérive, hein, littéralement, hein. Déscolarisée à 18 ans, vous êtes une âme en peine, quoi, qui erre. Réaction des parents, là encore? On ne parle pas. Et les parents, je veux dire, c'est très paradoxal. Ils voient ce qu'ils ont envie de voir. Je peux peser 45 kilos, ils peuvent me voir comme une petite fille rayonnante, qui a les joues roses et qui n'a pas de cernes sous les yeux, ou je peux peser 53 kilos et ils peuvent considérer, quand on se parle sur FaceTime, que j'ai les traits tirés Mmh. et que ça ne va pas. Les parents, ils voient ce qu'ils ont envie de voir, hein. Mais la vérité, au fond, je la connais. Quelle est cette vérité? Bah, c'est-à-dire que je sais quand je vais bien, quand je tire sur la corde, ou quand ça va Je pas. vous pose ces questions parce que je suis un papa aussi, j'ai des ados et je me pose cette question. Si j'étais confronté à ça, comment je devrais réagir? Qu'est-ce que je devrais voir? Qu'est-ce que je ne devrais pas voir? Qu'est-ce que je dois m'autoriser à voir? Et qu'est-ce que je dois m'imposer de ne pas voir? Qu'est-ce Alors, que je dois accepter? je ne sais pas si j'ai la réponse pour vous, mais en tous les cas, pour avoir beaucoup discuté avec mon papa depuis la publication, la parution du livre, même s'il y a sans doute des choses qui ont été violentes pour lui, qui l'ont sans doute interpellé, il m'a dit, j'aurais dû voir, Eh oui. pourquoi je n'ai pas vu. Là, et en fait, je lui ai dit, écoute, c'est comme ça, on va pas refaire l'histoire. Et lui m'a dit, écoute, continuons toujours de parler. C'est la seule chose qui médite. Et effectivement, après, j'ai ma pudeur et il y a des choses dans lesquelles, des considérations dans lesquelles j'ai pas besoin de rentrer avec lui, bien sûr, chacun son jardin secret. Mais en ce qui concerne sans doute mon bien-être, mon équilibre ou des moments difficiles de la vie, je sais désormais qu'il y a toujours une oreille, qu'il n'y a plus de tabou. Alors ça, je les ai levés certes avec fracas, avec la publication de ce bouquin. Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai un lien précieux, une écoute. Et encore hier soir, j'appelais mon père parce que j'avais une journée difficile, que je sentais une surcharge émotionnelle, que j'avais du mal à gérer. Et je savais qu'il serait... alors, je ne sais pas forcément l'épaule sur laquelle je vais me reposer dès que j'ai un pet de travers, hein, mais on se fait confiance, en tout cas. Mmh. Et tout ce que je peux conseiller, c'est voilà, de faire en sorte ou de dire à ses proches je suis là, la porte est ouverte le jour où tu as besoin de communiquer. Ce qui est très paradoxal avec, votre cas, en tout cas avec ce trouble de l'alimentation, c'est que quand on parle d'addiction, la plupart des gens qui parlent d'addiction, c'est parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose dans leur enfance qui les a considérablement marqués. Et c'est souvent d'une manière très négative. C'est-à-dire ils ont manqué de ceci, manqué de cela, manqué de considération, manqué d'amour, manqué de présence. Vous, c'est tout l'inverse. Ah, j'ai trop eu. Et vous avez trop eu. Et c'est là où on peut se dire, mais enfin, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, ça va pas. Si vous avez, ça va pas. C'est très compliqué à un Est-ce moment que donné. j'ai trop eu, c'est complexe, hein, et encore une fois, je joue pas l'enfant gâté, mais vous pouvez avoir le sentiment de recevoir beaucoup, mais la disponibilité émotionnelle de certains proches, c'est pas toujours évident de l'obtenir, en fait. Ou c'est pas parce qu'on vous fait des chèques, limite qu'on vous fait des chèques en blanc et qu'on répond à tous vos caprices que vous avez ce que vous voulez, que vous êtes entendu, que vous êtes écouté, que vous êtes considéré pour ce que vous êtes. Et pas pour répondre, comme faire valoir pour répondre aux fantasmes ou aux projections des uns et des autres. C'est pas la même chose. Donc oui, gâté sur le plan matériel, entouré de bienveillance, certes, mais considérer le gamin dans son individualité, c'est ça qui m'a manqué. Sans doute. Ouais, vous en parlez avec pudeur aussi, hein. Et c'est bien compréhensible. Alors, on poursuit évidemment votre cursus parce qu'il y a des choses importantes, et notamment cette année 2019 et l'hôpital Sainte-Anne. L'hôpital Sainte-Anne, là aussi, on aurait très bien pu imaginer que vos parents vous disent, allez hop, il faut y aller. Or, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est vous qui avez décidé, et vous le racontez d'ailleurs, vous dites, je suis tombé complètement par hasard sur l'hôpital Sainte-Anne et je décide de passer à l'action, de démarrer une thérapie.
Et donc, c'est vous qui choisissez cet établissement. Comment vous tombez sur l'hôpital Sainte-Anne? Alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Et d'ailleurs, on parlait du parcours de soins, de sa clarification et des moyens. Je pense que mon cas, il est représentatif de sans doute l'errance de milliers de jeunes femmes. C'est-à-dire qu'en 2019, je viens d'avoir 30 ans et bon voilà, j'en ai marre quoi. J'en ai marre de me mentir, j'en ai marre de me faire du mal. J'ai un peu grandi et pris un peu de plomb dans la cervelle. Prise de conscience. Prise de conscience, ça suffit, on arrête les frais parce que je sens que je commence à le payer et que ça va avoir des conséquences sur ma carrière, toutes mes relations affectives, ma famille, enfin bref. Je me dis, bon, ok, on marque une étape et on essaye d'avancer. Sauf que je me dis, mais on va où? Du coup, je vis à Paris. Ma dernière expérience à l'hôpital, en hôpital psychiatrique, elle est calamiteuse. Je ne sais pas à qui m'adresser. Et par ailleurs, j'aurais pu obtenir des recommandations ou un piston de la part de mon père et ses copains médecins, mais je n'implique absolument pas mes parents là-dedans. Je veux me débrouiller toute seule. Parce que c'est quelque chose que cette guérison, cette thérapie, peut-être prétentieux, mais je la dois quand même qu'à moi, je pense, au fond. Hein. Et puis mes parents, je ne veux plus les impliquer là-dedans. Donc, ma seule référence, c'est la maison de Solène à Paris, la maison des ados. Parce qu'on a tous été bouleversés par l'histoire de la fille de PPDA. Voilà, et donc je les appelle. Et ils me disent, mais vous avez quel âge, mademoiselle? J'ai 30 ans. Alors, on s'occupe que des ados. Très bien, est-ce que vous pouvez m'adresser à à d'autres cliniques, à des confrères et on me donne 2-3 numéros, une liste de maisons des ados, il y a l'hôpital Cochin, on parle de Sainte-Anne, etc. Alors moi, je google les numéros de téléphone. Je me souviens très bien de là où j'étais à ce moment-là. J'étais au bureau, je m'enferme dans une salle de réunion parce qu'à partir du moment où j'ai une idée en tête, il faut que je passe à l'action. Voilà. Et si j'ai l'idée maintenant ou l'envie de le faire maintenant, je ne vais pas attendre 3 mois. Et donc, j'appelle, je téléphone. Bonjour, allô, bonjour, je suis anorexique, vous pouvez m'aider? Franchement, il faut prendre sur soi, ravaler sa salive. Et puis, je tombe sur quelqu'un qui a l'air assez réceptif à Sainte-Anne et qui m'explique le protocole pour être admise à l'hôpital. Alors, il faut créer un dossier, il faut remonter dans les archives, il faut rappeler la clinique Saint-Vincent-de-Paul pour avoir le compte-rendu. Donc un matin, j'ai la boule au ventre et je les appelle 15 ans plus tard. Bonjour, j'ai été hospitalisée en 2006, vous avez mon dossier. Oui, bien sûr, on va vous l'envoyer par courrier. Je reçois le dossier, là j'ai les larmes aux yeux. Enfin, je me reprends 15 ans en pleine gueule, hein, pour Évidemment. le dire trivialement. Ouais. Je constitue ce dossier, je fais une lettre de motivation, je fais des examens sanguins, biologiques. J'ai besoin d'une lettre de recommandation d'un psychiatre, de mon médecin traitant, bref, je fais tout le truc. Je leur envoie. Délai de réponse et d'admission est de 2 mois. Relativement court à l'époque, hein. On est avant la pandémie et vous connaissez sans doute, vous avez entendu parler de la recrudescence des troubles alimentaires depuis la pandémie. Aujourd'hui, le délai d'admission à Sainte-Anne, c'est minimum 6 mois. Hein. Moi, je suis prise en charge assez vite. J'envoie mon dossier en juin et je suis admise en septembre 2019. Pourquoi avoir choisi Sainte-Anne, qui est quand même extrêmement connotée? Aujourd'hui, quand on dit j'ai fait un séjour à Sainte-Anne. Même dans les raps de Booba, ils disent je ne vais pas finir à Sainte-Anne ou à Carissy. Donc pourquoi, alors que vous aviez une liste d'autres établissements qui auraient pu vous accueillir, pourquoi vous choisissez celui-là? Parce que je trouve que le contact téléphonique a été peut-être décisif. Le protocole m'a paru clair. Donc je suis allée là où ça m'a paru clair et accessible en fait, parce que il y avait une explication claire, des délais de prise en charge qui étaient respectés, un formalisme qui était relativement clair. Et puis honnêtement, j'avais pas 1000 solutions devant moi. Hein. Donc j'ai vu un peu de lumière. C'est ça, je suis rentrée. Je suis rentrée. Hein. Ouais, c'est ça. Combien de temps vous allez, comment va se dérouler en tout cas le cheminement et l'accompagnement que vous propose Sainte-Anne? Parce que vous ne rentrez pas et on ne va pas faire ce qui s'est passé avec la précédente clinique à Lyon. Vous continuez à travailler parallèlement à votre, j'allais dire, internement à Sainte-Anne, en tout cas votre accès à Sainte-Anne. Je continue à travailler et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que
Sainte-Anne m'a proposé une prise en charge, j'allais dire sur mesure, très adaptée à, alors déjà, mon état de santé, parce que je n'avais pas besoin quand même de sondes nutritives pour pouvoir tenir debout. Mon état de santé, mon psychisme, ma motivation aux soins quand même, et mon rythme de travail. C'est triste, hein, mais beaucoup des patientes que j'ai rencontrées dans le cadre de la thérapie, elles étaient en invalidité professionnelle, en recherche d'emploi, assez marginalisées. Hein. Vraiment, vraiment. La maladie, elle finit par isoler. Hein. Peut-être que ça aurait été mon cas hein, si je ne m'étais pas pris en charge suffisamment tôt. Mais j'ai quand même de la chance. Je vous dis, c'est comme le film Matchpoint. À un moment donné, tu es du bon côté du filet, quoi. Peut-être que j'étais du bon côté du filet. Et la thérapie, c'est quelques jours de diagnostic, donc vraiment dans le service, dans l'unité, où vous faites toute une batterie de tests, et ensuite, après quoi vous rencontrez donc, le professeur qui vous propose un protocole d'accompagnement. Alors, est-ce que vous voulez être en ambulatoire? Est-ce que vous voulez faire presque un mi-temps? Est-ce que, moi, dans mon cas, j'ai eu un suivi à l'hôpital toutes les semaines, à Sainte-Anne, en parallèle des rendez-vous de nutritionnistes, de psychiatrie, toutes les semaines ou tous les 15 jours pendant presque un an. Avec des groupes de parole. Avec des groupes de parole, qui est l'équivalent des alcooliques anonymes appliqués. Et encore une fois, on en revient à ce truc de l'addiction, parce que les leviers qu'on met en œuvre sont des leviers assez similaires. Quoi. Alors, vous avez une trentaine d'années, donc évidemment, vous n'avez aucun compte à rendre à qui que ce soit, et ni à votre famille et vos parents. Ils le savent, que vous faites des séjours comme ça à Sainte-Anne? Que je fais des petites vacances. des petits allers-retours à Sainte-Anne? Non, mais c'est pas une blague, mais je pousse des RTT. Hein. Mais j'en rigole aujourd'hui. Mais... J'ai posé les RTT. Tu vas où? Des RTT. Je vais aller à Sainte-Anne. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je disais, mais j'en parlais pas à mes collègues. Mais tu pars? Ouais, je pars. Petite mise au vert de 24 heures. Alors mes parents, je les embarque dans l'histoire à partir du moment où j'ai une date d'admission à Sainte-Anne et où je sais que je vais rentrer. Avant, je leur en parle pas. Pour des médecins, parents, enfin en tout cas des parents médecins, qui entendent que leur fille rentre à Sainte-Anne, effectivement, c'est lourd. Je peux comprendre que ce soit délicat, quoi. D'ailleurs, ils ne m'accompagnent pas. Hein. Je ne sais même pas... Je pense qu'ils n'osent même pas me demander si j'ai besoin d'être accompagnée. Alors, pour ceux qui nous regardent, il y a un outil thérapeutique dont vous parlez qui s'appelle les colonnes de Beck. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un outil qui est issu des thérapies cognitives et comportementales. Qui vous permet, dans le cadre de situations d'exposition, la situation d'exposition, c'est, voilà, je m'expose à quelque chose qui peut provoquer un trouble ou une angoisse, qui peut être vecteur d'angoisse. Donc, face à cette situation d'exposition, quelle croyance ou quelle pensée obsédante va venir m'envahir? Étape 2. Étape 3, quelle couche de rationnel je peux apporter pour faire redescendre l'angoisse. Et étape 4, après avoir, j'allais dire, réinjecté un peu de rationnel, comment je réévalue la situation de départ. Alors, ça paraît très scolaire et très rigide comme exercice au départ, mais une fois qu'on réussit à se l'approprier, c'est vraiment quand même un couteau suisse qui permet de, j'allais dire, naviguer un peu entre les obstacles et de se reconstruire. Ouais, de se reconstruire. Et puis en fait, c'est une démarche peut-être rigide et scolaire, mais c'est comme un rituel ou une habitude hein, qui s'ancre progressivement. Et à mesure qu'elle s'ancre, elle devient naturelle. Ce qui fait que si j'ai mangé une pizza hier soir, je ne vais pas y penser pendant 10 jours avec des pensées obsédantes qui me font croire à tort que je vais prendre 3 kilos. Parce que ça, c'était la pensée de base, hein, c'était le schéma de base qu'il a fallu casser. Combien de temps vous allez faire ces allers-retours? Ça dure pratiquement une petite année hein, jusqu'au confinement. Et puis ensuite, se poursuit le travail thérapeutique avec l'une des psychiatres qui officie à Sainte-Anne et qui me suit en ville. Confinement, mars 2020, vous avez 31 ans, ça n'arrange pas les choses, hein, cette histoire de confinement. Et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, alors je n'ai pas les chiffres ni l'étude, mais il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur le comportement évidemment de ceux et celles qui sont restés confinés chez eux et chez elles, et qui avaient notamment des troubles du comportement alimentaire, qui n'a fait qu'aggraver les choses. Ouais, ça. Beaucoup ont décompensé.
Ouais. Comment est-ce que vous vivez, vous, ce confinement? Alors, au départ, relativement bien. Je suis assez bien entourée, hein. Je suis quand même confinée dans de bonnes conditions. Je suis à la campagne, dans une grande maison avec ma mère et mon grand frère. Mais à mesure que progressent les semaines, bon, j'ai quand même un équilibre de vie assez sain, hein. Ma mère cuisine, je me mets à cuisiner. On a quand même des moments assez conviviaux en famille. Mon grand frère m'emmène courir avec lui. C'est des jolis moments quand même, hein. Moi, j'ai un joli souvenir de confinement. Et puis, j'ai quand même une psychiatre qui est ultra disponible et on se parle toutes les semaines par téléphone, hein. On maintient notre suivi. Mais en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, je suis en train de changer de job. Et on a connu, moi je regarde les infos tous les soirs, et combien de témoignages de personnes dont on apprend que les promesses d'embauche ou les CDI ont été cassées à cause de l'incertitude liée au Covid. Et moi, je suis dans ce truc-là où je dois commencer un job le 1er juin ou sortir du confinement. Je n'ai pas reçu le contrat de travail. Et alors là, l'angoisse revient, l'incertitude revient. Et là, j'ai des pensées obsédantes qui reviennent. Sauf que je suis capable de les identifier. Donc j'en parle avec ma psy, on refait ce travail de rationalisation qui est très long, hein. Parfois ça me prend des heures dans la journée. Mais elle me dit, il ne faut pas vous saborder, tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant, il ne faut pas les anéantir. C'est une phase d'incertitude dans laquelle vous êtes, vous allez la traverser. On a des outils pour la traverser et j'ai réussi à la traverser. C'est assez. Alors, on sent bien qu'effectivement, il y a le cadre familial et vous êtes bien entouré et vous passez ce cap du confinement. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai quand même le sentiment que dans votre malheur, vous avez eu quand même beaucoup de chance. Alors, elle arrive d'où la chance, vous diriez? Je trouve C'est quoi la chance? La chance, d'abord, le facteur chance, c'est d'être tombé sur les bonnes personnes dans votre suivi médical. C'est vrai. Au-delà de la première partie à Lyon, mais Sainte-Anne, ça a quand même... je dis souvent, ils m'ont sauvé la vie. Ils vous ont sauvé la vie, quand même, mine de rien. Je trouve j'ai le sentiment qu'il y a une adaptabilité de votre famille, de vos parents et de vos frères, notamment, sur votre problème. On a un sentiment qu'ils se sont quand même assez bien adaptés et ils ont lâché un petit peu la bride pour que... Oui, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, ils m'ont fait confiance. Quand ils ont vu que j'avançais seule, de façon mature, réfléchie et motivée, ils se sont dit, bon, she's on track, donc on va lui faire confiance. On va lui faire confiance. Et on va l'encourager. Et alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est que vous disiez tout à l'heure, vous avez payé quand même cher, physiquement, moralement, mentalement, évidemment, mais physiquement, vous avez payé cher, descendre jusqu'à 45 kilos et toutes les conséquences que ça peut avoir sur une jeune femme, opération chirurgicale et autres. Oui, absolument. Et encore une fois, j'ai été opérée d'une hernie discale il y a quelques mois. Et bon, voilà, je me suis traînée ce problème de discopathie pendant 1 an. Et j'ai nié. C'est-à-dire que j'ai pas voulu voir en face que c'était encore une énième séquelle de ces années de carence. J'ai pas voulu le voir. Et à mon rhumatologue, je parlais pas de mon passif d'anorexique. Je voulais pas croire que c'était encore un truc que je devais payer. Mais je l'ai payé. Parce que j'ai une colonne vertébrale très fragile. J'ai été très bien opérée, ça va bien, je vous rassure, mais je l'ai payé. Bien sûr. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Je cicatrise, je récupère. Je suis bien accompagnée. Plus de courses en forêt, enfin de footing en forêt avec votre frère et tout ça. On va oublier. On va faire plutôt un peu de yoga, on va faire du pilates et du vélo elliptique et c'est déjà largement suffisant. Sur l'alimentation, quel est votre plat préféré? Franchement, ce sera toujours les boulettes de ma mère avec le boulgour, les plats orientaux, arméniens, les pâtes que j'adore cuisiner pour mon père. Ouais, ce sera toujours ça. Que vous arrivez à finir? Toujours. J'invite mes parents au resto maintenant. Ça, c'est fabuleux. Et alors, vous avez mis en place des petits rituels le matin, se lever toujours à la même heure, prendre le petit déjeuner d'une même manière, etc. Ce qu'on appelait le Miracle Morning. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, moi, mon Miracle Morning, c'est d'être réveillée par mon chien tous les matins. Donc, il y a obligation? Il y a obligation de se lever, voilà. Après, je suis lève-tôt de manière générale, donc ça, c'est pas un problème. Mais en revanche, pour revenir à 2-3 considérations un peu plus sérieuses, oui, j'ai des rituels. C'est-à-dire que je peux pas me permettre de sauter un seul repas.
Pour la simple et bonne raison que, bah, voilà, vous me voyez aujourd'hui, j'ai un poids qui est correct par rapport à mon IMC et ma taille, mais j'ai pas des réserves de glucides infinies. Donc, j'ai besoin de fuel très régulièrement. Donc, si je saute un repas, bah, je saute pas de repas d'ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en permanence comme ça, avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, Plus. ou plus maintenant? Non, plus. La seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est à la gestion de mes émotions, de mon stress, qui aujourd'hui se manifeste par des lombalgies, voilà, qui se manifeste autrement. Mais en tout cas, si en plus je m'infligeais cette double peine de me faire crever de faim, non, 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 là j'écoute mon corps, j'ai besoin de fuel, encore une fois, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin d'énergie, j'ai une vie à 100 à l'heure et j'ai pas envie d'être entravée à nouveau. J'ai mis, enfin, tout le temps que j'ai perdu, on va pas me le rendre. Et ça, être à l'origine de mes propres entraves, je peux plus l'accepter ou je le supporterai plus. Donc, faut aussi beaucoup d'humilité. J'en manque parfois encore. Je crois que je peux tout faire, tout absorber. C'est pas le cas. Mais me mettre en danger, je vois pas vraiment l'intérêt aujourd'hui. Sur la photo qui est sur l'écran là, celle-là. Ouais. C'est une photo d'une période difficile? Ouais, j'étais à Sainte-Anne. Vous étiez à Sainte-Anne? Ouais. Mais là, c'est une photo professionnelle, en l'occurrence. Hein, oui, absolument. que vous avez dû trouver sur LinkedIn. Exactement, exactement. Ouais. Mais c'est une photo pro, j'étais à Sainte-Anne. Vous êtes face à une ado de 14 ans aujourd'hui qui fait, voilà, qui a perdu énormément de poids, qui est dans cette spirale de l'anorexie mentale. Elle vous écoute, elle vous regarde. Vous êtes un joli témoignage d'espoir parce que vous avez repris le contrôle de votre vie, de votre corps, de votre esprit, de vos émotions. En tout cas, même si vous luttez encore hein, de temps en temps, on a bien compris. Qu'est-ce que vous lui dites à cet ado de 14 piges qui vous regarde et même si vous lui parlez des boulettes de viande de votre maman, et voilà, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je dirais que commence par régler le fond et puis la bouffe, on y reviendra après. Et quand je parle de fond, c'est moi j'ai mis des années pour reconquérir l'estime de moi que je n'avais pas ou que j'avais perdue, qui était complètement atrophiée. Aujourd'hui, je vais bien parce que j'ai pas besoin du regard des autres pour me valider. Pendant des années, j'ai eu besoin de ça. Et c'est la clé, je crois. Mais c'est un processus qui est long. Et puis, est-ce que, alors je veux surtout pas que ce soit mal interprété, mais et si on se disait que c'est pas si grave? Vous voyez? Si on se disait que ça peut être qu'une phase, un épisode, il y en aura peut-être 2, peut-être 3, mais qu'il n'y a pas de fatalité. Est-ce qu'il ne faut pas les laisser advenir, ces épisodes, tout en restant vigilant et en ayant des oreilles ou des épaules autour de vous et en ayant conscience des outils à votre disposition qui font que bah, le jour où tu es prêt, encore une fois j'insiste là-dessus, tu sais à qui t'adresser. Mais les injonctions à se soigner, elles sont violentes. Prends-toi en charge, prends-toi en main. Combien de fois j'ai entendu ça? Je suis incapable. J'ai 17 ans, je ne sais pas, je ne suis pas équipée. C'est contre-productif. Alors, il y a peut-être des phases qu'il faut juste se laisser vivre, tout simplement. Et je ne dis pas ça dans une logique voilà, d'incitation aux troubles alimentaires, hein, pas du tout. Mais chacun a son tempo, je crois. La phrase que vous avez dite, qui est de dire c'est pas si, et si c'était pas si grave. Ouais. Elle est forte cette phrase hein, quand on est dans une situation comme ça. Parce que quelque part au fond de moi, j'avais peut-être une candeur ou une forme d'orgueil. Même quand j'étais à 17 ans enfermée dans ma cellule, qui me faisait me dire ou croire naïvement qu'il y avait de la lumière quelque part et que je finirais pas là, je finirais pas comme ça. Et c'est peut-être cet instinct de vie qui m'a fait frapper à la porte de Sainte-Anne à 30 piges et qui fait qu'aujourd'hui, je fais gaffe à moi. La sagesse que vous avez, entre guillemets, aujourd'hui, cette sagesse, on vous l'a inculquée au travers des suivis médicaux que vous avez pu avoir ou c'est le travail que vous avez fait vous, personnellement,
sur vous, qui vous permet d'avoir ce discours-là aujourd'hui? Ma psychiatrie, pour beaucoup, lorsque j'ai quitté Sainte-Anne, elle a dit une chose très forte, une phrase qui résonne encore aujourd'hui et qu'elle me dit souvent quand je quitte le cabinet, elle me dit désormais, vous allez vous accompagner. C'est moi qui m'accompagne. Il n'y a personne d'autre qui peut faire le taf à ma place, personne d'autre qui peut prendre soin de moi à ma place. Donc je suis responsable, j'ai une responsabilité envers moi. Donc cette phrase, elle l'a souvent martelée, elle résonne très fort et j'essaye de ne pas l'oublier. Pas dire que j'arrive à chaque fois. Hein. Pour terminer, Anaïs, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une sorte de mission, j'allais dire, en tout cas votre témoignage qui est à la fois bouleversant et plein d'espoir aussi pour celles et ceux qui vont vous lire. Est-ce que vous avez envie de faire des conférences, d'aller parler dans des établissements scolaires, de suivre ces ados qui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit évidemment des photos, on est toujours à la maigreur, il faut toujours être le plus ceci ou le plus cela. Est-ce que votre témoignage peut aider? C'est ce que vous souhaiteriez faire passer comme message? S'il peut donner un peu d'espoir, de lumière, surtout apporter un tout petit peu de nuance et de complexité dans ce débat qui souvent est éruptif. Il n'y a pas qu'un prisme, juste de la nuance, voir les choses, appréhender les choses dans leur complexité. C'est le message que j'aimerais faire passer. Donner de l'espoir sans doute, mais encore une fois, vous avez dit que j'ai eu de la chance, mais il faut aussi savoir la saisir. Et là, je ne peux pas agir, moi, sur l'esprit des gens. C'est impossible. Et puis, il est évident que c'est quelque chose, un sujet qui me tient à cœur. Et si j'avais l'occasion de pouvoir rencontrer Madame Macron pour lui expliquer ou pour la sensibiliser, parce que je suis sûre que c'est une dame qui est extrêmement sensible à ces sujets, préoccupée par les ados. Oui, notamment sur le harcèlement. Exactement. Moi, si je peux apporter un témoignage ou une contribution, quelle qu'elle soit, pour faire avancer ces sujets et faire en sorte qu'on clarifie les parcours de soins et qu'on donne des outils aux ados, parce que les troubles se déclenchent de plus en plus jeunes, je veux bien, évidemment. Je ne veux pas, en revanche, être l'étendard de cette cause dans le sens où je ne veux pas non plus qu'on me réduise qu'à ça. J'ai d'autres facettes. Après, il s'avère que c'est le jeu de la promo, donc en ce moment, on parle de ça. Bien et sûr, merci de me recevoir encore une fois pour me donner cette tribune. Mais un jour, j'écrirai sur autre chose. Oui, j'imagine, j'imagine. Juste un dernier mot, et après, je vous libère, évidemment. Les enfants? Je vous laisse finir votre question. Non. C'est une porte ouverte? Ben oui. Je ne sais pas très bien comment aborder le sujet, donc je me suis dit, demain, vous avez des enfants? Non, vous n'avez pas d'enfants? Non. Non. Si vous souhaitez avoir des enfants un jour, est-ce que, d'abord, est-ce que vous leur ferez lire un ouvrage comme ça? Waouh. Est-ce que, en tant que maman, vous allez suivre attentivement l'évolution de votre enfant, ou en tout cas lui laisser ce libre arbitre que vous n'avez pas eu à l'époque? Enfin, je ne sais pas très bien comment... je me pose la question. Demain, vous êtes maman, qu'est-ce que vous faites, quoi? J'ai l'impression d'avoir un sourire stupide quand vous parlez, quand vous évoquez ce mot-là, parce que... bon, il y a bientôt 2 ans, je suis tombée enceinte. Et alors, sur le moment, ça a été un flot d'émotions contradictoires. J'ai pas paniqué. J'étais paradoxalement très très heureuse. Pourquoi? Parce qu'après des années d'aménorrhée, et donc les TCA ont un impact sur votre fertilité tôt ou tard, ou peuvent en avoir un en tous les cas, je l'ai pris comme un immense soulagement. Et je pense que même si matériellement ou ma situation faisait que j'étais peut-être pas en mesure de garder cet enfant, c'était à la fois énormément de joie. J'ai été emplie d'une joie immense. Et, du c'est possible. Du c'est possible. Et c'est aussi un signe de la guérison, quelque part, que j'attendais. Et inconsciemment. Et aujourd'hui, ouais, je rêverais. Je pense que mon souhait le plus cher, c'est pas encore de faire un autre step et encore un autre step dans ma carrière. J'allais dire, j'ai déjà coché mes cases, mais j'espère que je pourrai être mère un jour, bien sûr. Quant à savoir ce que je laisserai à cet enfant,
je vais sans doute lui laisser un héritage traumatique. Hein, je m'excuse par avance, mais chacun son lot. En revanche, pour répondre... Est-ce que vous l'aborderez? Ouais, je pense. Je ne crois pas au bénéfice du silence. Hein. J'ai payé le prix de certains silences que je confie pas dans ce livre, mais il y a certains silences qui ont des répercussions tôt ou tard, c'est certain. Donc oui, moi je n'ai pas de tabou. De toute façon, le bouquin existe, hein, quelque part, un jour il sera dans ma bibliothèque. Mais ce que je retiens peut-être de ma propre histoire, c'est que dans la mesure du possible, j'essaierai de leur faire confiance, de le ou lui faire confiance. Voilà, pour qu'il puisse être capable de prendre ses propres décisions dans la vie. Mais c'est un exercice difficile hein, pour un parent. C'est sûr. Donc vous pouvez aussi vous mettre à la place de vos parents de l'époque. Et c'est pour ça que je ne peux pas leur en vouloir. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Anaïs Nigogossian, 17h12, place d'Italie. Vous lirez ce livre, évidemment. C'est aussi un joli témoignage d'amour et d'espoir. Hein. En attendant le prochain. Pourquoi pas? Puisque visiblement, il y en a un autre. Un jour, ça viendra. Ça, c'est sûr, il y en aura un autre. C'est une évidence. J'étais ravi de vous accueillir, Anaïs. Merci mille fois. Merci beaucoup. Voilà, il y a la Fédération française d'anorexie-boulimie hein, qui existe, la ffab.fr, parce que ça aussi, c'est une référence que l'on peut donner. Il ne peut pas y avoir un cursus spécifique pour, j'allais dire, soigner ou en tout cas accompagner. Vous avez fait Sainte-Anne, vous avez fait d'autres établissements, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. En tout cas, essayer de trouver un thérapeute qui vous suit attentivement, qui vous comprenne et qui aille chercher peut-être la meilleure des solutions. Oui, bien sûr, il n'y a pas une seule approche unique. Il s'avère qu'il y en a une qui a marché pour moi, peut-être qu'elle n'aurait pas marché pour certains tiers. Il y a le livre de Sophie Ludman, qui est une jeune femme qui vit à Amsterdam et qui a souffert de troubles alimentaires. Sa thérapie, ça a été notamment à travers le yoga et elle en parle sur son blog. Je vous invite à le lire aussi. Voilà, il n'y a pas de démarche unique, mais l'essentiel, c'est de trouver la sienne. Exactement. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Merci infiniment Anaïs. Merci à tous de nous avoir suivis. Et évidemment, commentaires, partage, comme d'habitude, vous connaissez la machine. Allez, au revoir.